L'IPAC Business School a été créée en 1965, elle est membre de la Conférence des grandes écoles et a été labellisée établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. L'école est localisée à Paris, Nice et Abidjan et prochainement à Thionville, Luxembourg. Elle propose une large gamme de formations allant du BTS au DBA, en passant par son programme Grande École et 2 bachelors, ainsi qu'une offre de formation continue, diplômante ou sur mesure. L'école accueille chaque année 2500 étudiants, dont un tiers d'étudiants internationaux. La mission de l'IPAG est double. Elle consiste d'abord à former des futurs managers capables de piloter les mutations digitales, environnementales et sociétales, et puis de produire une recherche de qualité sur le plan national comme international. Pour remplir cette mission, l'école s'appuie sur 4 piliers. Un large réseau d'entreprises, notamment mobilisées dans la co-construction de ces programmes, sur une recherche de premier plan pour développer les connaissances, des enseignements de pointe, mais aussi pour éclairer les pratiques dans les entreprises, sur ces équipes engagées dans l'accompagnement et la réussite des étudiants, et enfin, sur des campus proposant un environnement multiculturel avec des étudiants issus de 40 pays différents et offrant à nos étudiants de multiples opportunités d'expatriation. Bonjour, je suis Hinda Garbi, directrice générale du groupe Bureau Veritas. La mission de Bureau Veritas consiste à fournir des solutions et des services pour aider nos clients à réduire les risques, à améliorer les performances et à relever les enjeux de qualité, de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de développement durable. Depuis plus de 190 ans, Bureau Veritas agit en tant que tiers de confiance entre les entreprises, les gouvernements et la société en toute indépendance et impartialité. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 82 000 collaborateurs. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons élargi et diversifié notre portefeuille et notre présence géographique afin de servir nos clients dans plus de 140 pays. Nos expertises vont du textile au nucléaire en passant par les infrastructures industrielles. Et nous sommes guidés par des principes forts autour de l'intégrité, de l'éthique et de la sécurité. Nous sommes ainsi devenus un leader mondial dans les essais, l'inspection et la certification. Dans un monde en constante évolution, nous nous engageons à accompagner nos clients pour les aider à faire face aux nouveaux impératifs de la transition énergétique et de la décarbonation, à la reconfiguration des flux de commerce et des chaînes d'approvisionnement, aux risques climatiques et à la durabilité en général. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fiers de la mission de Bureau Veritas, bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce club Les Éco-Débats, ce soir consacré à la finance verte. 5 mois après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a, le jour même de son investiture, annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, et 4 mois après la présentation de la directive Omnibus, qui, au nom de la compétitivité, a revu à la baisse les objectifs fixés par la Commission européenne sur le front de la durabilité, où en sont les entreprises et les investisseurs de l'Union européenne en matière de finance verte? Leur envie est-elle toujours intacte? Leur démarche toujours aussi allante? C'est ce que nous allons voir ce soir et nous allons faire le point sur cet enjeu majeur, évidemment pour la planète, bien sûr, mais aussi pour l'activité économique, pour la compétitivité et pour la souveraineté de l'Union européenne. Je remercie tout d'abord nos partenaires, sans qui ce rendez-vous n'aurait pas été possible, l'IPAG Business School et Bureau Veritas, qui vont participer à nos échanges de vive voix. Je vous rappelle le principe de notre rencontre. C'est une table ronde avec nos invités. Cécile Goubet, bonsoir.
Vous êtes directrice générale à l'Institut de la finance durable, l'organisme chargé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de coordonner et d'accélérer en la matière l'action de la place financière de Paris. Vous occupez ce poste depuis septembre 2023. Vous avez été auparavant, vous êtes passé par le ministère de la Transition énergétique et celui de l'écologie. Merci d'être avec nous. Laurie Chénet, bonsoir. Vous êtes responsable de la finance durable pour la zone EMEA chez Natixis CIB. Vous avez rejoint le pôle Green and Sustainable de Natixis CIB en 2019 et vous avez près de 20 ans d'expérience dans le conseil et l'analyse en matière de durabilité. Merci d'être avec nous. Bénédicte Perrol, bonsoir. Vous êtes directrice du développement durable et des affaires publiques du groupe SOR. Vous occupez ce poste, vous aussi, depuis septembre 2023, comme Cécile, après avoir travaillé chez Citeo, qui s'appelait à l'époque Ecofolio, c'est ça, avant de devenir député de l'Allier, et c'est le moment où vous êtes spécialisé sur la fiscalité écologique et la finance verte. Et puis vous avez rejoint ensuite un cabinet de conseil spécialisé en économie circulaire. Merci d'être avec nous aussi ce soir. Après notre table ronde, des questions vous seront posées par nos partenaires. Et enfin viendront les questions du public que vous pouvez, chers auditeurs, nous poser sur YouTube. Vous pouvez nous les adresser à l'adresse du club, clubleséchos@leséchosleparisiens.fr. Voilà. Mais tout d'abord, je donne la parole à Samuel Duprieux, président du Bureau Veritas, Certification France, pour un premier état des lieux. À vous, Samuel. Merci, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette table ronde aujourd'hui sur un sujet qui, plus que jamais, n'est plus une option, mais est devenu une impérieuse nécessité, la finance durable. Depuis l'accord de Paris en 2015, la finance s'est vue confier un rôle central dans la transition vers une économie responsable. Il ne s'agit plus uniquement de viser la performance économique, il s'agit désormais de répondre à une responsabilité collective. Dans son plan d'investissement du Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a pour objectif de mobiliser au moins 1 000 milliards d'euros d'investissements durables, privés et publics sur la décennie 2020-2030. Elle estime que pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de ce plan, il faudra dépenser plus de 260 milliards d'euros par an sur le temps qu'il nous reste jusqu'à cette date. Ce chiffre de 260 milliards d'euros annuels s'ajoute aux investissements déjà prévus ou réalisés dans le cadre des politiques actuelles, et les flux financiers doivent s'aligner avec les objectifs climatiques, sociaux et de gouvernance, les fameux, ce qu'on appelle ESG. La montée des prêts verts, des prêts liés à la durabilité n'est pas une mode. C'est une réponse directe à un besoin urgent. Un besoin de combler le fossé entre les logiques financières traditionnelles et les impératifs du développement durable. Mais soyons lucides, les défis à relever sont nombreux devant nous. Quelques questions se posent, parmi d'autres, comment intégrer réellement les risques environnementaux, sociétaux, de gouvernance dans les décisions d'investissement, de crédit et d'assurance. Ou comment prouver que la finance peut être un levier de transformation et non un simple outil de rentabilité. L'enjeu est clair, rendre la finance compatible avec un avenir vivable. Cela suppose de repenser nos modèles, d'innover et surtout de démontrer qu'il est possible d'orienter les capitaux vers d'autres résultats durables sans compromettre la performance financière. Car non, la finance durable ne se résume pas à des obligations de reporting ou à des cases à cocher. Elle est bien plus pragmatique, elle représente une opportunité stratégique pour réinventer les modèles d'investissement, créer de la valeur à long terme et surtout restaurer la confiance entre les institutions financières et la société. C'est un véritable changement de paradigme. La performance économique ne peut plus être dissociée de ses impacts à long terme sur la planète et sur les individus. Alors aujourd'hui en Europe, d'après les chiffres publiés par Morningstar début 2025, l'Europe recensait 5 502 fonds durables à fin décembre 2024 pour un encours cumulé estimé à 2 540 milliards d'euros en 2024. Le continent européen représentait à lui seul 84% des encours mondiaux. Plus proche de nous, en France, selon l'autorité des marchés financiers, l'AMF, au 1er janvier 2025, c'est plus de 939 fonds labellisés durables qui représentent un encours de 800 milliards d'euros
pour la France. Selon les données environnementales Finance, le marché des obligations durables a poursuivi une dynamique de croissance ces 2 dernières années, atteignant plus d'1 trillion de dollars d'émissions fin 2024. Il n'existe pas de solution unique. La transition vers une finance durable repose sur un ensemble de leviers réglementaires, techniques et systémiques. Réglementaires pour encadrer et orienter, techniques pour mesurer, évaluer, piloter, et systémiques pour transformer en profondeur les pratiques. En réduisant le greenwashing, en renforçant la transparence et en changeant durablement les habitudes, la finance durable peut devenir un véritable accélérateur de la transition écologique et sociale. Alors, dans ce contexte, quel est notre rôle chez Bureau Veritas? Nous croyons fortement à cette ambition. Nous avons accompagné des banques et des fonds d'investissement à mettre en place des due diligence, des grilles d'audit ESG en fonction de référentiels tels que la taxonomie européenne ou d'autres référentiels spécifiques à leur secteur d'investissement. Nous sommes également intervenus en tant que tiers indépendants en délivrant notamment des second party opinions sur des instruments de finance durable ou encore en procédant à la vérification externe de l'atteinte d'objectifs ESG attachés à des prêts bancaires. Et aujourd'hui, nous nous positionnons comme un acteur engagé et un contributeur actif de cette transformation pour prendre toute notre part de responsabilité. Je vous souhaite un bon débat. Merci de votre attention. Merci beaucoup Samuel pour ce premier tour d'horizon très complet. Alors on va essayer de reprendre ensemble chacun de ces sujets avec nos invités ce soir. J'ai envie de, peut-être Laurie Chénet, de commencer par vous. Est-ce que l'arrivée de Trump, dans quelle mesure l'arrivée de Trump change la donne en matière de finance verte? Alors je dirais qu'elle la change au sens où elle amène beaucoup d'incertitudes. C'est un peu le facteur commun et ça a un effet domino sur toutes les géographies. Je pense qu'on verra au développement des impacts sur les géographies, mais incertitude et puis cette notion de silence. On va parler de greenwashing, on parle maintenant de greenwashing, donc de n'en dire le moins possible. Et là, on est contraire à l'esprit de la finance durable qui était la transparence. Donc on est un peu dans ce retrait d'en dire le moins possible. Et non parce que structurellement, notre constat, c'est que ça ne change pas tant la donne que ça. Le marché, je dirais, ne dévisse pas quand on regarde les chiffres et on a vu la croissance qui augmentait. En tout cas, c'est indéniable dans l'observation et l'attente que ça génère. Mais il y a un petit peu de confusion aussi, quelque part. Il y a des faits, mais il y a aussi un peu de fantaisie, voire de fantasme sur « ne mélangeons pas tout ». Les effets d'annonce, ESG, on ne veut plus en parler, versus des goulots d'étranglement véritables de la transition, finalement. Et ça, les causes sont assez profondes et beaucoup plus fondamentales et structurelles que l'arrivée de Trump. Et finalement, les États-Unis n'étaient jamais aux avant-postes de l'action climatique. L'Union européenne, l'Europe, la Chine aussi, aujourd'hui, sont beaucoup plus, je dirais, au fer de lance que l'étaient les États-Unis. Donc un constat un peu d'incertitude, mais finalement, structurellement, et quand on regarde un peu les chiffres de marché, la donne n'est pas fondamentalement changée, mais on voit des pratiques un petit peu différentes. Véronique Perrol, vous diriez la même chose? Comment vous réagissez? Alors oui, mais avec des mots et peut-être une place un peu différente, c'est-à-dire un sentiment de vivre dans deux mondes différents, à la fois ce qu'on voit publiquement, ce qu'on entend publiquement, les craintes partagées dans la presse, dans vos journaux, etc. Et à la fois ce qu'on vit dans l'entreprise. Nous, on a des partenaires banquiers avec lesquels on discute aussi au quotidien. Et le fait que pas grand-chose est changé. Effectivement, dans la vie de l'entreprise, l'économie de tous les jours, y a une part d'incertitude. Mais en fait, les crises et les incertitudes, j'ai envie de vous dire, depuis la crise Covid, même avant, crise des Gilets jaunes, tous les ans, il y a quelque chose qui se passe. Donc vraiment ce décalage et donc cette nécessité de se retrouver soi-même au sein de l'entreprise pour continuer à faire avancer les sujets, parce qu'au final, nos partenaires n'ont pas changé en fait, dans leurs attentes. Okay. Cécile Goubet, est-ce qu'il y a eu un backslash ou pas en Europe après l'arrivée de Trump et dans quelle mesure il est important? Alors, je pense qu'il y a vraiment deux sujets à prendre de façon séparée, même s'ils sont très liés. Il y a la partie reporting et il y a la partie investissement et qu'est-ce qu'on prévoit, comment on se projette dans l'avenir. Ce qu'on voit quand même au niveau des grandes tendances internationales, c'est qu'aujourd'hui, sur le système énergétique, les investissements sur les énergies propres sont 2 fois supérieurs aux investissements sur les énergies fossiles, ce qui n'était pas le cas encore il y a 5 ans, et que sur ces, je crois que c'est 2200 milliards à peu près qui sont prévus pour 2025, 70% de ces 2200 milliards sont investis par des pays qui sont importateurs nets d'énergie fossile. Donc ça montre quand même qu'il y a un trend très profond
qui est qu'en fait, il y a la partie ambition climatique, ambition ESG, et il y a aussi la souveraineté énergétique, l'indépendance et la capacité à pouvoir maîtriser son destin énergétique. Et ça, c'est très fort. Et après, sur la partie reporting, je pense que l'enjeu qu'on voit transparaître, c'est plus une question de, finalement, comment on s'y prend, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans le reporting pour en faire un outil de pilotage. Et c'est vraiment ça la question aujourd'hui, plus que du backlash. D'accord. Laurie Chenet, je crois que vous avez étudié la façon dont les entreprises européennes ont réagi en fait après ça au niveau mondial. Je crois que vous faites un peu un suivi au niveau mondial. Comment elles ont réagi en fait? Est-ce qu'elles ont lâché leurs objectifs? Est-ce qu'elles se sont entêtées? En fait, c'est un peu ce qui a été dit. Nuançons les propos et surtout, ça a exacerbé les disparités. Donc celles qui étaient engagées, avancées, voire qui structurellement étaient dans un modèle complètement tourné déjà vers les sujets de transformation, continuent, voire accélèrent, quand d'autres prennent l'opportunité de freiner. Et même au sein d'un même secteur, ça qui est intéressant. Et un exemple intéressant dans le secteur de l'énergie, qui est évidemment au cœur de ces sujets de transition. Et quand on a les annonces là, entre février et le mois de mai, on prend un Exxon qui annonce une accélération forte dans ses investissements. Ils annoncent maintenant 30 milliards dans des solutions bas carbone d'ici à 2030. On parlait encore il parlait avant de 3 milliards encore en 2021, avec se tourner vraiment vers des nouvelles technologies, carbone capture, hydrogène, assez disruptives. Et puis à côté, on a un BP qui recule complètement et qui lui fait des annonces inverses de 10 milliards par an d'ici 2027 dans de l'exploration fossile, avec 10 nouveaux grands projets lancés, un ralentissement complet de 5 milliards sur leurs investissements bas carbone pour le coup, puis sur des solutions très, je dirais, biocarburants. Ils prennent de la distance avec des choses plus disruptives. Ils arrêtent même ils réduisent leurs ambitions. Même sur les émissions indirectes, le fameux Scope 3, ils ont même arrêté de s'engager en la matière. Donc on voit bien qu'au sein d'un secteur, les disparités sont assez fortes. Et c'est ça peut-être la tendance qu'on trouve dans secteur et géographie. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder ça. Et en fait, sur le terrain, c'est un peu le constat. Je trouve que les engagés, limite, prennent le courant contraire quand d'autres profitent un peu pour freiner. Donc ça va vraiment exacerber les disparités. Ouais. Et peut-être on parle moins aussi, c'est le hushing dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire continu, mais de manière moins ostentatoire. Oui, ce qui fondamentalement ne change pas les feuilles de route quand on discute, et c'est ce qui a été évoqué. Encore une fois, les engagements, les investissements sont déjà faits. Il y a une telle inertie qu'on n'arrête pas du jour au lendemain. Donc non, ceux qui étaient vraiment structurellement engagés le sont toujours. Le sont toujours. OK. Alors les États-Unis freinent, mais pendant ce temps-là, la Chine accélère. Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu peut-être où en est la Chine et finalement, est-ce qu'on peut résumer tout ça à la relation entre Europe et les États-Unis, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est plus compliqué que ça, et ça fait le lien avec ce que je disais juste avant aussi, c'est qu'en fait aujourd'hui on a aussi des actions qui sont mises en place et qui sont liées à des questions géopolitiques et énergétiques, en plus du climat. Et la Chine, elle est un peu dans le même état, on va dire entre guillemets, que l'Europe, c'est-à-dire qu'elle est très dépendante aussi aux énergies fossiles, et elle cherche à s'émanciper de ces énergies fossiles-là, même s'il y a plein d'autres questions derrière. Elle n'a pas complètement arrêté d'investir sur charbon et gaz, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de demande de reporting à ces entreprises, elle a suivi aussi la dynamique impulsée par l'Europe, avec un cadre qui est très proche du cadre européen et de la CSRD. Alors, c'est CSRD. Oui, c'est le reporting extra-financier. Et qui, en fait, reprend un des principes essentiels de la réglementation européenne, qui est la double matérialité. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, entreprise, en plus de la partie risque financier, quels sont mes impacts en fait sur mon environnement? Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort et qu'elle va mettre en place progressivement avec un plein régime à horizon de 2030. D'accord. Donc elle est au même rythme que l'Europe là-dessus, ou est-ce qu'elle est en avance par rapport à nous? Ça va dépendre de... Ça va dépendre de ce qu'on fait. Ouais. OK, on va y revenir. Et alors ça, c'est pour la partie réglementation. Sur la partie industrie, si j'ose dire, où en est la Chine? Est-ce que, je crois que c'est le premier émetteur, mais c'est aussi un pays qui fait d'énormes efforts en ce moment
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Où se situe-t-elle? Alors, 3 points. Le premier, c'est que on voit aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine plafonnent, voire se réduisent un peu. Ouais. Donc on verra si ça se confirme, mais potentiellement ces émissions ont peut-être piqué. Voilà, donc ça c'est quand même un point essentiel. On a très peu parlé dans les médias, mais c'est quand même extrêmement important d'avoir un pays qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre qui arrive à un plafond. Ça fait plusieurs années ou c'est... Là, c'est là. Depuis 1 an et demi, on voit que ça se stabilise. Okay. Le deuxième point, c'est effectivement la stratégie qu'elle a mise en place en termes d'investissement dans les industries clean tech. Et globalement, elle a une avance absolument majeure sur tout ce qui est solaire, éolien, véhicules électriques, raffinage des terres rares, etc. Enfin, c'est très, très impressionnant. Et ça, c'est une stratégie qui date des années 2010 à peu près et qu'elle déroule. Et le dernier point, c'est sur la partie, on va dire, mix énergétique. Elle a sorti l'année dernière plus de 350 gigawatts d'énergie propre. Juste pour vous donner un petit comparatif, quand vous regardez la capacité installée en France en termes de puissance électrique, on est 2 fois plus que tout ce qui est installé en France. Ouais. Et ça, c'est ce qu'elle sort de terre tous les ans. Donc c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Ouais. Même si, après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faut rester dans la course, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir sur la Chine? Est-ce que vous avez des il y a le point sur l'aspect marché, et je trouve que le secteur de l'automobile est intéressant. C'est-à-dire que si on remonte dans la chaîne de valeur, plus on va dans la chaîne de valeur au démarrage, sur les terres rares notamment, et les fameux métaux de transition, et plus elle a des parts de marché très importantes. Donc le sujet de l'autonomie stratégique par le sourcing et comment on arrivera à cette souveraineté industrielle, c'est assez flagrant, et l'auto est un bon exemple là-dessus. Quand on regarde, les chiffres sont sortis aussi, la croissance des ventes des véhicules électriques en Europe en 2024, c'est 0. On fait plus 0 par rapport à l'année d'avant. La Chine, elle fait plus 20%, l'ensemble du monde fait plus 25%. Donc il y a des secteurs comme ça où c'est assez flagrant. Et surtout, la concentration du marché sur ces régions est importante, ouais, effectivement. Je pense que c'est d'autant plus... ça incite à ce que l'Europe se pose la question de tous les sujets qu'elle met sur la table et les messages, parce qu'il y a l'omnibus et ce qu'il y aura vraiment derrière, mais il y a le message qu'on envoie au monde entier, où l'Europe, où c'est construit sur quand même ses valeurs sociales, ses valeurs environnementales et ce qui fait sa compétitivité aujourd'hui aussi, et qu'elle est en train de dire au monde entier, finalement, je mets un peu de côté ça, même si encore une fois, il y a ce décalage entre la réalité, mais il y a quand même un message politique très fort. Et ce que l'Europe raconte, et à côté de ça, des pays comme la Chine qui en fait reprennent les devants sur ce sujet transition écologique. Ouais. Qu'est-ce qui va nous rester? Parce que les Américains, ils ont toute la partie tech, etc. La Chinois en fait deviennent les champions de la transition énergétique, et nous, et l'Europe dans tout ça est en train de se perdre elle-même, je pense. Alors justement, merci, parce que ça me fait vraiment ma transition avec le point que je voulais évoquer maintenant avec vous, c'est-à-dire justement ce choc un peu de simplification que l'Europe a entrepris depuis la fin février. C'était lancé depuis le rapport Draghi, bien sûr, ça a été accéléré sans doute par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Mais je voudrais vous entendre un peu toutes les trois sur quels sont les principaux risques en fait de ce choc de simplification. On a revu à la baisse un certain nombre d'objectifs, et notamment, puisqu'on parlait de la directive CSRD, les États membres se sont mis d'accord là, cette semaine, c'était avant-hier je crois, sur un scope qui réduit énormément le nombre d'entreprises concernées. Je crois que c'est 85% des entreprises qui ne seront plus concernées par les obligations de reporting financier. On ne sait pas encore très bien où on va atterrir sur le nombre d'indicateurs à présenter, etc. C'est quoi le risque principal de cette simplification qui peut-être à certains égards était nécessaire, Cécile? Alors, sur cet aspect-là, l'enjeu avec la simplification qui était appelée par... il y avait quand même des acteurs économiques qui demandaient cette simplification. Quand on en revient à l'origine, c'est pas pour du backlash, c'est pour une question de lisibilité et on va dire, je pense, de progressivité en fait de la réglementation. Pourquoi on a fait la CSRD? C'est quand même une question de standardisation en fait du reporting, d'avoir des data qui soient standardisées, qui est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir piloter la transition, et du coup qui fait le lien avec les plans de transition qui apparaissent dans la CSRD et puis aussi dans la CS3D de façon différente. Aujourd'hui,
est-ce que le fait qu'on ait fait cette simplification avec une réduction du nombre d'entreprises concernées va vraiment permettre, d'une part, d'avoir quelque chose de plus ramassé pour avoir des outils de pilotage de la transition? Je pose la question. Est-ce qu'on est en capacité... Vous avez un avis là-dessus ou vous pensez que c'est grave, docteur ça va dépendre du texte final, parce que là, après, il y a encore, encore du boulot, etc. Mais il y a quand même cette question de data et de robustesse et de transparence des data qui, de toute façon, se retrouvent partout. Et c'était vraiment ce qu'on cherchait à faire avec la CSRD. Donc le risque, c'est qu'on ait des data qui soient hétérogènes entre celles qui sont de transparence, bien documentées. De comparabilité, et alors que tout l'enjeu des plans de transition, c'est aussi, alors pour les entreprises de piloter leur transition et pour les investisseurs de tous les horizons, de pouvoir avoir quelque chose d'assez normalisé pour pouvoir faire leurs analyses. Vous voulez réagir? Ouais, en fait, réagir juste sur le fond de la CSRD et ce qu'elle propose aujourd'hui. Moi, depuis que je suis arrivée chez SOR, ça a été une de mes priorités, la mettre en place, commencer à faire l'analyse de double matérialité qui, enfin, je le dis ici, c'est un super exercice en vérité. Il y a plein de questions que nous amène. Alors, la double matérialité, c'est je me pose la question en tant qu'entreprise des impacts que j'ai sur l'environnement. Et dans le sens inverse. Et dans le sens inverse, je me pose la question financièrement. Que va me coûter en fait le changement climatique? Le fait que demain il y a un prix carbone par exemple mondial qui se mette en place, soyons fous. Mais au moins que le marché, on le voit, le marché européen ce qu'on appelle des quotas carbone, il évolue plutôt dans le bon sens d'ailleurs, et donc ça peut impacter nos entreprises. L'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire les conséquences d'avoir plus de sécheresse, d'avoir plus d'inondations. Aujourd'hui chez SOR, on est déjà impacté. Enfin, là, ce qui s'est passé hier, peut-être, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas eu le compte rendu aujourd'hui, mais qu'il y a des stations qui peuvent être impactées. Et donc, il y a des sujets d'assurance, des sujets de coûts. Et donc, ça nous a amené vraiment à se poser cette question en interne et de classer, en fait, ce qui était le plus matériel pour aussi prioriser, du coup, stratégiquement, pas qu'au sein de la direction RSE, mais de se dire qu'est-ce qui est prioritaire chez nous et quels doivent être mes sujets. Et d'ailleurs, même en termes d'opportunités, parce que ce qui est intéressant dans la CSRD, on n'a parlé que du négatif, c'est-à-dire les risques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, ça m'a vraiment permis de me pousser auprès de ma direction générale. Regardez, il y a aussi des opportunités business, c'est-à-dire on va pouvoir proposer des nouvelles solutions peut-être demain aux clients municipaux, aux industries, parce que il y aura plus de sécheresse, parce que etc. Et donc à se dire peut-être qu'il faut que je mette le paquet ici, et donc vraiment ancrer en fait la durabilité dans notre stratégie. Maintenant, la limite, donc ça c'était très bon exercice. Et ça c'est un acquis, puisque ça c'est la CSRD, c'est préserver ce principe de double matérialité. Il faut se préparer à tout, mais j'ose espérer que ça reste. Est préservé. Maintenant, il y a toute la partie KPI, vraiment indicateur, c'est-à-dire que ça marche par regroupement d'indicateurs, par thématique, une thématique climat, une thématique eau, une thématique biodiversité, et je vais parler en tant qu'acteur de l'eau, pour le coup, sur les indicateurs water, les indicateurs eau. Et là, en fait, on cherche à harmoniser, donc on cherche des définitions. Et en fait, ce qui manque en fait à date dans la CSRD, j'espère vraiment que du coup, l'EFRAG notamment, l'EFRAG c'est l'autorité des normes environnementales qui va retravailler, j'ose espérer, sur ces définitions, peut-être fasse moins d'indicateurs, mais des indicateurs bien définis. Je vous donne un exemple, une zone à stress hydrique. Il y avait par exemple indiqué si votre usine est dans une zone à stress hydrique. Quel nombre d'actifs vous avez dans une zone à stress hydrique? Dans 0 directive aujourd'hui européenne, vous avez une définition très précise qui permet de mesurer ce que c'est. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que si vous voulez que ce soit comparable, en fait, le degré d'interprétation possible dans la CSRD était majeur. Donc ça, vraiment, moi, si j'avais un message à faire passer, pour le coup, à ceux qui vont travailler sur ces normes, c'est faites moins d'indicateurs, parce qu'en vérité, on le sait tous, trop d'indicateurs, c'est qu'on va passer notre temps à collecter de la donnée et pas à la piloter. Et ça, je pense que c'est intéressant pour personne. Même pour une direction RSE qui a beau être convaincue que la transparence c'est bien, mais je veux dire avoir des centaines d'indicateurs, en fait on collecte encore une fois, on ne regarde pas ce que l'indicateur nous dit d'une année sur l'autre. Donc moins d'indicateurs mais mieux définis, parce que sinon on n'atteindra pas l'objectif qu'on vise en fait, à pouvoir comparer les entreprises entre elles. Laurie Chenet, c'est votre sentiment sur le nombre d'indicateurs? Je voudrais vous entendre. Je voulais rebondir sur l'impact, et c'est exactement le sujet, sur la matérialité financière. Alors certes, ça va peut-être rester, mais comme le périmètre d'application va se réduire, ça casse un peu la dynamique. Et si je reviens sur notre sujet finance durable, moi ça fait plus de 10 ans dans la finance durable et plus que ça dans la durabilité, mais longtemps c'était le sujet des directions RSE.
là, il y avait cette magie de mettre ensemble la matérialité financière, donc des financiers, à leur faire parler d'extra-financiers. Et il y a eu vraiment une dynamique intéressante là-dessus. Et du coup, on pouvait le récupérer assez aisément, de dire, ben voilà, ça c'est fait, ce travail est fait. Ben, on accélérait aussi le marché finance durable parce que ce travail de décortiquer ce qu'on fait, la vue CAPEX, investissement, qu'avait la lecture financière, venait se mettre dessus la lecture impact et extra-financière. Et ça, c'est en cause, ça, c'est en risque? Le fait qu'on réduise le périmètre d'application, cette dynamique qu'on avait demandé à avoir un périmètre assez large va se réduire. Et donc, il y avait un peu ça, de mettre dans la stratégie le financier et l'impact, et en même temps, de forcer à cette analyse des investissements, des dépenses, qui derrière, d'un point de vue finance durable, ouvrait un chemin très utile d'un point de vue pratico-pratique. Ouais, ça, c'est très, nous, c'est remarquable chez SOR pour le coup. On a capturé la finance dans un bureau, on a descendu toutes les lignes pour se poser des questions. Et c'était vraiment quasi de la formation, du transfert de compétences. Et ça vaut pour la finance, mais ça vaut pour d'autres directions à se poser les ressources humaines, par exemple, en fait. Se dire, mais en fait, tout ce qu'on investit, c'est des coûts en moins, en fait, demain. La formation, de se dire, on travaille sur notre turnover, et tout ça, ça a quand même un impact financier qu'on ne voit pas et qu'on ne mesure pas aujourd'hui, et que la CSRD, en fait, nous invite à financer. Donc ça a vraiment, en fait, diffuser la RSE vraiment, véritablement, avec des vraies discussions chiffrées auprès de direction. Donc c'est sûr qu'en réduisant le scope, on réduit d'autant plus la vraie... Et c'est ça, la transformation des entreprises. C'est par l'engagement de l'ensemble des directions. C'est comme on défendait la taxe carbone, où demain, en fait, l'objectif, c'est qu'elle disparaisse. En fait, moi, c'est ce que je dis chez SOR. La vocation, c'est que la direction RSE, elle disparaisse un jour pour que demain, la finance se soit intégrée dans sa façon de penser, les RH pareil, les opérations pareil, c'est dans très longtemps. Le plus vite possible, c'est quand même mieux, mais c'est vraiment ça. Et ça, la CSRD, c'est un truc pareil qu'on n'a pas partagé. Et en fait, c'était très transformateur des entreprises. Ouais. Et j'espère que ça va continuer à l'être. Est-ce qu'il y a un risque de voir les investisseurs, les banques moins exigeantes, se montrer moins exigeantes par rapport aux entreprises qu'elles financent? Pour l'instant, l'appétit est là. Nous, on ne le constate pas. L'appétit est plutôt là. Et puis, il y a les investisseurs derrière de long terme et qui aujourd'hui, ce sujet de risque, d'adaptation notamment, il est très intégré. Donc l'appétit est toujours, en tout cas on constate ça. Après ça évolue, c'est-à-dire que ce qu'on voyait un peu opportuniste ou transactionnel, si je puis dire, on a vu quelques chiffres sur le marché obligataire d'obligations vertes, on remonte beaucoup plus stratégiquement à l'entreprise, à sa stratégie maintenant. Et c'est là où la CSRD est aidante. Donc, je dirais l'évolution, c'est ça, y compris chez les banques. Donc, aujourd'hui, puis on est poussé aussi par le régulateur, qui, là, pour le coup, ne réduit pas la voilure chez les institutions financières, donc ce qui est plutôt bien, qui est de dire qu'il faut que ce soit structurellement intégré dans la manière d'octroyer un crédit, par exemple. Et donc, on n'est pas que à la transaction, mais c'est est-ce que mon client ou ma partie prenante l'intègre fondamentalement dans sa stratégie. Oui. Donc on prend de la hauteur plus stratégique que juste être sur un niveau transactionnel, et ça on le voit bien. Donc les exigences deviennent plus intégrées. Plus intégrées, ouais. Je crois que vous me parliez, quand on a préparé cette émission, également des assureurs, vos assureurs qui sont toujours des parties prenantes, qui vous demandent des comptes. Et vous pouvez nous expliquer ça? On commence à avoir des discussions, ou plutôt des interpellations, sur comment vous vous préparez finalement face aux aléas qui vont arriver, qui vont être de plus en plus fréquents. Et on entend les assureurs aussi commencer à parler de primes de risque variables, dites paramétriques, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau de préparation et votre niveau on parle d'exposition et de vulnérabilité, c'est à quel point en fait votre usine, elle va tenir le coup en cas de forte sécheresse ou vos réseaux. Et par rapport à ça, l'assureur peut vous demander est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous avez plan d'adaptation, et va dire du coup je peux peut-être faire en tout cas réfléchir à avoir des primes de risque moins importantes, etc. Donc c'est pas la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas appliqué massivement, mais c'est intéressant de voir que c'est des discussions et que les assureurs travaillent, et j'ai envie de dire c'est pas récent, mais travaillent quand même largement sur le sujet, et on voit, prenons les collectivités territoriales, avec certains assureurs qui veulent plus prendre le risque parce que on voit que c'est insupportable pour eux financièrement. Vous concrètement, chez SOR, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce choc de simplification européen, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conséquence? Concrètement, opérationnellement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous adapter à ça? Est-ce que vous avez, modulé vos efforts, réduit certains budgets, reconcentré ou recentré votre démarche?
Alors, nous, on a dans notre ADN, et notre PDG, Patrick Bléton, le porte très très fort, c'est la durabilité au cœur de la stratégie. Et moi, je suis là pour faire en sorte que c'est soit réel tous les jours. Donc la CSRD, on est concerné par le report de 2 ans. Mais comme je vous l'ai dit, nous, on a lancé les travaux massivement en 2023, analyse de double matérialité. On a commencé à travailler sur... Parce que la CSRD, c'est de la comparabilité, mais c'est vraiment travailler sur la qualité de la donnée aussi. Donc en fait, on a commencé à faire des fiches, indicateur par indicateur, en décrivant très précisément la définition, les processus de la donnée, parce qu'en fait, nous, au niveau groupe, on consolide une donnée qui vient du terrain et qui est passée par des personnes qui sont sur le terrain, qui vont rentrer une donnée précise, voilà, telle donnée sur la qualité de l'eau, je la mets dans mon logiciel, qui ensuite va peut-être faire l'objet de validation et va remonter au groupe. Et donc ça, en fait, on l'a tracé, parce que c'est ce que nous demande la CSRD, c'est ce que les auditeurs vont venir chercher. Si votre donnée, finalement, consolidée, elle fait sens et elle est qualitative, pour ensuite donner une information au marché et puis aux parties prenantes. Donc nous, on se dit juste qu'on a détendu l'agenda. On n'a pas, par exemple, décidé d'avoir moins de ressources humaines ou de supprimer en fait des ressources humaines dans la direction RSE. On continue, on se dit juste, on va encore mieux travailler finalement sur nos fiches indicateurs, on se donne plus de temps, et puis on se donne du temps aussi pour préparer les autres entreprises. Un groupe comme SOR, c'est quand même des dizaines de filiales, il y en a qui sont plus ou moins matures, et donc passer plus de temps peut-être avec celles qui sont moins matures. Et puis on a émis un Blue Bond l'année dernière, en septembre. Derrière un Blue Bond, il y a des engagements de performance que vous prenez sur l'efficience de nos réseaux, la performance des réseaux, sur votre engagement en termes de climat. Et donc, du coup, en fait, nous, on est engagés dans un processus très exigeant aussi, et sur lequel on est challengé tous les jours par les banques. Et donc, on n'a pas le droit, en fait, de s'arrêter. Et puis, on y croit. Encore une fois, nous, à la fois, on a des risques très importants, mais on a aussi des opportunités, en fait, marché. Et donc, tout le monde avance dans la même direction, et je pense qu'on a cette conviction, et on n'a pas le droit, et notre ressource à nous, c'est l'eau, hein. Notre matière première de travail, au quotidien, nos collaborateurs, ils travaillent avec cette ressource. Donc, ils ont très conscience de sa vulnérabilité. Et notre raison d'être, c'est de redonner sa valeur à l'eau qu'elle mérite. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de préserver en fait, notre planète. Parce que sinon, on va avoir du mal, nous, à faire notre métier, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire finalement que la compétitivité est l'ennemi de la durabilité ? Je dirais l'inverse. Ouais. C'est une vision très personnelle, mais allez-y. L'intérêt des plans de transition et le fait de se projeter aussi, et y compris sur les grands trends internationaux qu'on voit, c'est qu'en fait, la compétitivité de demain, y compris en termes de tissu industriel, n'est pas celui d'hier. Donc le fait de pouvoir se projeter avec une temporalité qui est parfois pas toujours simple à gérer pour notamment les acteurs financiers, mais pas que, c'est aussi de se dire que la compétitivité de demain, ça va être tous ces secteurs-là. Et on parle de l'eau, mais avec l'adaptation, il y a aussi des business cases qui sont assez importants sur la partie santé aussi. Enfin, il y a des choses très importantes qui arrivent et qui sont source de compétitivité et de puissance économique, si on est capable de s'en saisir. Vous voulez compléter là-dessus, ou l'une ou l'autre, non ? Peut-être juste un mot, parce que... À moins que vous ayez... un mot peut-être pour finir, parce que je vois que l'heure tourne, mais sur les nouvelles tendances de la finance verte, parce que je comprends en discutant avec vous qu'elle est loin d'être enterrée. Et il y a peut-être des nouvelles tendances qui montent ou des nouveaux thèmes. Qu'est-ce qui monte en ce moment ? Vous allez me dire l'eau, mais... Ouais, je vais vous dire l'eau. Après, moi, je suis moins... Enfin, je suis moins dans le marché que je pense Laurie et Cécile. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est un risque qu'on a pris quand même de faire un Blue Bond parce que c'est un nouveau marché. Et donc, forcément, on se dit, mais est-ce qu'on va arriver à convaincre, en fait, que ce qu'on fait, c'est bien, que d'investir dans l'eau, c'est à la fois c'est une conviction, etc. Donc on voit que finalement ça a plutôt eu du succès, que d'autres suivent, etc. Et je pense qu'il y a 7-8 ans de ça, moi quand j'étais parlementaire, j'ai beaucoup travaillé sur les obligations vertes, notamment étatiques.
Et je me souviens, on me disait souvent, il ne faut surtout pas aller sur d'autres outils, il faut rester quand même sur un marché quand même qui c'est assez grand, etc. Et c'est vrai que là, j'étais assez surprise déjà que SOR prenne ce risque-là, que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Donc voilà, après, je pense que toute une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas démultiplier des dizaines de nouveaux outils, mais il y en a peut-être certains sur des enjeux clés comme l'eau. Enfin, l'eau, on parle de compétitivité, on oublie quand même, parce que nous, on est acteurs, nos clients, on a des clients municipaux, mais on a des clients industriels. Demain, vous enlevez l'eau, en fait, à l'agroalimentaire, à la cosmétique, à la pharma, enfin, en fait, tout. Il n'y a plus rien qui se passe, en fait. Il n'y a plus de productivité. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez. Et on a oublié que l'eau était une matière première, alors peut-être pas chère, mais qu'en fait, sans elle, il y a quand même il va y avoir un gros risque économique dans notre pays. On a beaucoup parlé de climat. Moi, je dis, et j'aime bien dire que en fait, le sujet, le nouveau sujet, c'est l'eau, parce qu'on a beaucoup parlé de climat et l'atténuation au changement climatique reste prioritaire, hein, ça, je veux dire. Mais néanmoins, sans eau, je pense qu'on va avoir de gros sujets économiques. On le voit, l'agriculture est le premier secteur concerné aujourd'hui. Hein. Du coup, effectivement, il y a la question de l'eau et ça rejoint plus globalement la question de contraintes sur les ressources et de conflits d'usage. Ce qui est quand même très présent depuis maintenant 2-3 ans et qui continue à prendre de l'ampleur, c'est Transition Finance. Donc, comment on finance la transition, c'est-à-dire comment on fait pour que ce qui est brun passe au vert et pas juste financer le vert. Ouais. Qui est également très important, l'adaptation, comme on le disait, qui est primordiale, et la biodiversité, qui reste quand même un sujet quand même qui est très dynamique, et notamment en lien avec l'adaptation aussi, puisqu'on peut avoir des solutions basées sur la nature pour favoriser l'adaptation. Très bien. Laurie? Non, complètement. Mais des deux côtés, c'est-à-dire côté investisseur, on voit même des fonds thématiques se créer sur exactement ces sujets-là, alors adaptation, résilience, biodiversité, transition. Je rajouterais le social quand même. On voit que certains investisseurs nous disent bon, climat, on en fait déjà bien, puis on sent que voilà, c'est pas forcément, puis transition, on a embarqué des choses, ça y est. Social, il y a des choses à faire. Et le social aussi de la transition, c'est-à-dire que la notion de transition juste et de comment en fait on intègre toutes les externalités de la transition, un peu sociale, communauté, RH, ce qui a été évoqué. Ça, c'est des sujets qu'on voit monter assez fort. Et du coup, il y a le miroir entreprise où là, les clients entreprises nous disent clairement qu'est-ce que je peux faire en adaptation, parce que on prend un acteur, je sais pas, producteur d'électricité, il a des réseaux, il investit, mais savoir isoler ce que veut dire adaptation dans son modèle, voilà, donc on se cherche un peu, mais on voit clairement l'intérêt est là. Donc voilà, je ne fais qu'aller dans ce sens, mais c'est de partout, et je rajouterai le social au-delà des thématiques. Et si je peux me permettre sur l'adaptation, on a lancé à la demande de nos membres cette année un groupe de travail sur la partie financement de l'adaptation et un deuxième groupe de travail sur la partie méthodologie d'analyse extra-financière pour l'adaptation, justement pour aider nos membres là-dessus. Et moi, j'ajouterais juste, parce que Cécile, vous avez mis le sujet de la biodiversité sur la table. En fait, ce qu'on n'a pas fait, je pense quand même, et ce que j'attends moi aussi de la part peut-être des acteurs bancaires, c'est de faire la connexion entre les sujets. Parce qu'on peut avoir des solutions d'atténuation et d'adaptation, mais qui sont contraires en fait à la préservation de la biodiversité. Et ça, aujourd'hui, moi j'estime que je suis pas assez challengée en fait. On va me poser la question de ma trajectoire carbone, on va me dire faut faire toujours plus, etc. Mais peu importe ce que je fais vraiment en fait dans cette action, je peux être en train de détruire la biodiversité. Personne ne va me poser la question aujourd'hui en fait de savoir ce qui se passe vraiment. Donc ça, c'est hyper important d'avoir cette dimension 360 degrés. Et Nature-Based Solutions, nous par exemple, acteurs de l'eau, restaurer des zones humides. Par exemple, demain, ça va permettre de faire face aux risques d'inondation, en tout cas de protéger peut-être davantage nos stations d'épuration. Ou au contraire, avant une station de potabilisation, ça permet d'avoir une eau de meilleure qualité. Parce qu'on parle beaucoup on ne va pas avoir assez d'eau, mais on va avoir un problème de qualité aussi. Et plus il fait chaud, plus l'eau dans les réseaux, elle est de mauvaise qualité, et donc ça fait aussi un problème de quantité à la fin, parce que cette eau n'est pas... Et la biodiversité va nous rendre beaucoup de services. Il faut absolument qu'on la restaure et qu'on la préserve. Très bien, c'est dit. Merci beaucoup à toutes les trois. On pourrait continuer, mais il faut qu'on s'arrête. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et de la qualité des échanges. C'est l'heure maintenant des questions de nos partenaires. Et je vais d'abord passer la parole à l'IPAG et plus précisément à Hans-Jörg von Mettenheim pour qu'il pose ces questions à nos invités. Bonsoir. Voilà, bonsoir, merci Alexandre. Mes questions vont forcément être un peu plus quantitatives et vous aviez abordé le sujet, qu'est-ce qui se passe en durabilité, et un aspect n'a pas encore été beaucoup mentionné, c'est
une thématique très à la mode quand même, l'intelligence artificielle, alors très énergivore, certes, mais aussi qui nous donne des outils qui peuvent être très utiles finalement. Et donc ma première question est pour Laurie. Quel est le rôle que l'intelligence artificielle pourrait jouer dans le scoring de durabilité ? Je pense que la plupart des agences, là, côté notation extra-financière, intègrent déjà ces outils-là quand même, mais plus pour l'aspect collecte d'informations à partir d'un corpus documentaire. Peut-être citer une étude intéressante de l'Institut Louis Bachelier qui a été publiée récemment, qui justement avait cette ambition de se dire est-ce que l'IA est capable de faire du scoring extra-financier de qualité. Et donc, c'est 330 questions qui ont été préparées et qui ont été pré-remplies par des analystes ESG. Et ensuite, donc 33 rapports d'entreprise, 11 secteurs, et donc de poser les 330 questions avec des modélisations, en tout cas des programmations différentes. Et de lui donner plusieurs challenges qui sont sortir de l'information brute, typiquement c'est quoi l'empreinte carbone de l'entreprise, de la donnée mise en perspective, donc par exemple son intensité, donc il faut que là elle aille chercher la donnée puis qu'elle trouve le bon dénominateur, et puis des raisonnements logiques, de lui dire et est-ce que cette trajectoire elle est alignée avec un accord de Paris, par exemple. Donc c'est des niveaux de questionnement un peu différents. Les résultats, c'est de se dire qu'à 62%, les réponses sont correctes et sont alignées avec, dans la meilleure programmation. Et on était à 62% de bonnes réponses, alignées avec ce que l'analyste ESG avait fait. 10%, c'est incomplet. C'est pas mal, mais c'est incomplet. Et le reste des cas, c'est à côté, où il n'a pas réussi à y répondre. Donc ce que ça nous dit, c'est que l'IA est certes intéressante pour collecter de l'information et pour traiter une série de questionnements, mais plutôt sur des questionnements, je dirais, plus basiques que du raisonnement logique. Où là, l'analyste, et on le voit dans cet exemple-là, on ne peut pas se contenter de 30% d'erreurs. Donc effectivement, on reste nécessaire. Mais voilà, c'est le premier élément de réponse, c'est de voir que ça va progresser, mais comme on est sur des approches probabilistes, en fait, ils cherchent l'information. Donc voilà, un exemple intéressant, mais oui, c'est effectivement très utile. Des choses qu'on essaye, d'ailleurs, nous, en tant que banque, on a beaucoup de use cases en ce moment pour essayer de voir comment l'IA pourrait nous aider dans nos scorings, dans nos outils, pour être encore plus efficace par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, merci. Alors, c'est des résultats qu'on observe un peu en recherche. J'aurais tendance à dire qu'on est peut-être un peu mieux en pourcentage que ça. On pourra en discuter, mais je vais enchaîner avec une autre question pour Bénédicte aussi, qui se rapproche un peu de l'IA. L'IA excelle souvent dans les données non structurées, c'est-à-dire dès qu'on a, je ne sais pas, des textes, des images, par exemple, à interpréter. Et la question, c'est est-ce que vous utilisez des données non structurées pour anticiper les risques climatiques sur vos réseaux ou dans vos activités d'une façon plus générale? Alors, peut-être vous pourriez préciser ce que vous entendez par non structuré, non organisé Oui, alors disons tout ce qu'on ne peut pas stocker comme ça dans un fichier Excel. Par exemple, des textes, des documents, des images satellitaires, lecture de news, par exemple. Enfin, tout ce qui ne sort pas, tout ce qui n'est pas, disons, une série que vous stockez dans un fichier Excel. Tout ce qui, on dit, voilà, on ne peut pas immédiatement appliquer une analyse. Oui, alors on les utilise. On a cette notion de controverse ESG qui monte quand même beaucoup, dans lequel, en fait, il n'y a pas que de la donnée chiffrée, en fait, qui est utilisée. Il n'y a pas que des chiffres. Il peut y avoir on pourrait utiliser des données ESG qu'on connaît sur des indicateurs précis, mais il y a de l'information qu'on peut récupérer sur différents réseaux, Internet, plateformes, journaux. Et ça, on l'utilise pour, en fait, piloter notre risque. Piloter un risque ESG qui peut venir d'informations, alors soit données par, encore une fois, ça peut être un média local, un média national, mais peut-être que quelqu'un ou une organisation a dit de nous dans un média vidéo, etc. Donc ça, on commence à le faire, et puis il y a pas mal en fait aussi d'outils qui commencent à se monter sur la base de l'IA et qui vont chercher en fait cette information. Nous, on l'utilise pas, mais on regarde quand même ce qui se passe parce qu'en fait, on se dit que d'autres en fait vont l'utiliser pour venir nous dire attendez. Là, vous avez un petit sujet ESG. Donc, en fait, on commence à le regarder. Et c'est vrai que c'est moins
Enfin, du coup, c'est plus compliqué, parce que comme c'est pas de la donnée brute, en fait, en tant que telle, elle peut donner, en fait, lieu à interprétation. Donc, on commence à regarder de très près ce sujet, qui d'ailleurs fait l'objet de reporting par ailleurs, alors pas CSRD pour le coup, mais d'autres enjeux de reporting. Oui, merci. Là aussi, j'allais presque vous dire, on a peut-être un petit outil qui fait ça. Et j'enchaîne finalement avec une petite question pour Cécile aussi. Là, justement, on l'a vu. On est obligé d'utiliser des tas de sources de données, ce qui est finalement un peu le problème, ou un des défis centraux, on va dire, du scoring, qu'on a des tas de cadres, de réglementations. Et la question que je me pose, est-ce qu'il faudrait imposer un cadre quantitatif unique pour les scores ESG ? Alors, c'est une vaste question oui, qui se lie à plusieurs étages, en fait. Le premier, c'est la data brute. Et du coup, ça rejoint aussi la discussion qu'on avait juste avant. Est-ce que la donnée source est suffisamment robuste et est-ce que ce qui est remonté par un acteur sur tel sujet va être remonté de la même façon par un autre acteur? Ça, c'est déjà la base et il y a encore du chemin. Ensuite, il y a la partie méthodologie sur comment finalement on va construire son indice, etc. Et là, il y a un véritable, au-delà de la partie standardisation et exigence d'une seule façon de faire, il y a un véritable enjeu de transparence. Comment sont construites les méthodologies. Après, ce que nous, on pousse beaucoup à l'Institut de la finance durable, c'est que dans la façon dont on va regarder les choses, il faut qu'on ait une véritable discipline de marché qui se mette en place sur les sujets ESG, qui est équivalente à celle qu'il y a eu sur les marchés financiers dans les années 80. C'est-à-dire qu'après, l'analyste est libre de choisir la façon dont il va faire, les conclusions de son analyse, mais les étapes sont les mêmes. Et ça, c'est très important. Et après, il y a la question de la standardisation, effectivement, de la data. Et là, ça rejoint aussi les questions de la CSRD, même si c'était très européen. Mais de toute façon, au niveau international, il y a un moment ou un autre, on va avoir besoin d'un effort de standardisation important pour que, quand on parle d'une poule, on parle de la même poule sur notre zone géographique. Oui, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Hans-Jörg. Merci. C'est maintenant au tour de Michela Abdallah Abou Jaoud de Bureau Veritas Certification France de venir poser ses questions. Merci d'être là, Michela. Merci. Alors, en tant qu'acteur qui se positionne sur le marché de la finance durable, sur le volet du conseil ou external reviewer, nous aimerions savoir ou bien montrer que le marché de la finance durable est en train de croître. Donc, ma question, c'est pour Cécile. Quels sont les principaux leviers d'action que l'Institut de la finance durable envisage pour positionner la place de Paris comme centre financier de référence sur les enjeux de la transition écologique? En d'autres termes, quelles sont les initiatives envisagées pour attirer encore davantage les investisseurs européens et internationaux en France vers des projets dédiés à la transition écologique? Alors, cela se construit autour de plusieurs axes. Voilà. On pourrait en parler très longtemps, mais je vais essayer de faire de façon très condensée. Il y a la question de l'attractivité de la place financière de Paris en tant que telle, et ça, c'est quelque chose sur laquelle Paris Europlace, notre maison mère, travaille beaucoup, et ça passe notamment par la capacité à faciliter l'installation d'acteurs étrangers à Paris et en région parisienne. On a quand même, depuis ces dernières années, je crois qu'on a plus 40 000 emplois en région Île-de-France liés à la finance sur le territoire francilien. Donc on voit quand même qu'on est quand même dans une belle dynamique. Le deuxième axe, c'est stabilité, visibilité. Bon, c'est très classique, on le trouve sur tous les secteurs, mais ça veut dire que quand on est dans une zone géographique qui est engagée dans la transition et dans la finance durable, forcément, ça donne plus envie de s'y installer. Et puis après, il y a un niveau plus systémique qui est en fait dans l'ADN de l'Institut de la finance durable, qui est de se dire, si on veut vraiment réussir la transition, il faut avoir autour de la table les décideurs
politiques et les autorités de régulation qui vont donner le cap, donner le cadre et qui vont nous permettre en fait d'avoir les règles du jeu, les entreprises qui vont fabriquer les solutions et les acteurs financiers qui vont apporter le capital pour pouvoir financer tout cela. C'est vraiment quelque chose que nous organisons au quotidien et qui a permis, je trouve, déjà de mettre en avant 2 points. Le premier, c'est que la réussite de la transition, ça se fait ensemble. Que 2, la finance ne peut pas faire les choses toute seule. On a fait beaucoup de travaux sur les déclinaisons sectorielles du financement de la transition. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin collectivement de travailler au dérisking des projets et à l'équilibre financier des projets de la transition, parce que, in fine, c'est quand même l'épargne des Français ou l'épargne des Européens qu'on va mettre sur la table. Donc, il y a des questions de rentabilité, qu'on le veuille ou non, et qui sont exigées et qu'on doit pouvoir traiter. Et après, il y a le niveau européen, et c'est ce qui a été annoncé la semaine dernière avec le label Finance Europe, et qui a aussi, je pense, va apporter aussi, on va dire, un appel d'air, mais positif, dans le sens où l'ambition, c'est de pouvoir mobiliser l'épargne des Européens pour financer des projets de transition sur le territoire européen. Et ça aussi, c'est, je pense, un gros shift par rapport à ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent et qui montre bien la volonté européenne et française de mobiliser l'épargne sur les projets de transition et d'aller dans le sens de la transition. Merci beaucoup pour cette réponse riche et très claire. Ma prochaine question, c'est pour Laurie. Chez Natixis CIB, de manière générale, comment accompagnez-vous vos clients dans la structuration de leurs instruments de financement durable et quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos clients et comment les aidez-vous à les surmonter? Je distinguerais 2 niveaux. D'abord, un peu structurellement, depuis 2018, nous, on a lancé un outil, on évoquait tout à l'heure la granularité dans la transition, qui s'appelle le Green Weighting Factor, qui nous invite en fait à chacune de nos transactions la coloriser donc sur une échelle. Alors maintenant, on intègre aussi la biodiversité, pas que le climat, mais de se dire, voilà, entre le marron foncé et le vert foncé, il y a des nuances. Et comment on accompagne progressivement la transition. Et donc, c'est par des solutions d'essayer justement de progresser comme ça. Donc ça, c'est l'ensemble des transactions. Ça passe dans tous les comités de crédit. La couleur, maintenant, fait partie de ça. Donc, c'est dans les décisions. C'est dans les échanges avec les clients et c'est dans ce qu'on peut proposer en face d'avoir du coup une logique de la transition un peu en chaîne de valeur. Et donc de la technologie de départ, on parlait de chaîne de valeur sur le véhicule électrique tout à l'heure, typiquement c'est ça, de partir depuis la mine finalement jusqu'à la fin de la chaîne et de pouvoir dire je suis en capacité d'accompagner la transition de mon client. Et puis après, c'est une équipe qui est la mienne, donc le Green and Sustainable Hub, on est une quarantaine d'experts qui ne faisons que cette structuration de financement d'outils, d'instruments de finance durable. Et en fait, c'est très sur mesure. D'un secteur à l'autre, les capacités, les enjeux ne sont pas les mêmes, on l'a largement évoqué tout à l'heure. On va parfois faire du fléchage, on a évoqué le Blue Bond, de se dire là j'ai des investissements qui sont vraiment spécifiques et j'oriente mes capitaux vers ces types d'investissements. Et puis des fois on a moins cette capacité, par contre la maison est en mouvement, l'entreprise est en mouvement. Et là on s'intéresse plutôt à sa stratégie, c'est-à-dire comment dans la durée je peux l'accompagner. Donc on peut indexer aussi des produits par rapport à sa performance. Donc déjà il y a des palettes d'outils. Et notre force est d'être complètement cross-secteur et cross-produit pour essayer de se dire, en fait, je suis la dynamique du client. Il est dans quel secteur, il a quelle capacité d'investissement, quelles sont les externalités qui sont autour de lui pour essayer d'adapter le bon produit, le bon format, le bon public. Est-ce que c'est investisseurs, banques, pour essayer d'y répondre. Et les difficultés, c'est en ce moment, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est les incertitudes et trouver le bon outil. Ouais. Et puis remonter, pas rester que à l'instrument de financement, et bien s'assurer qu'on est cohérent, en consistance en fait, avec une stratégie, un plan de transition. Maintenant, on s'intéresse énormément au plan de transition de nos clients, plus qu'au point d'arrivée. Et dire, il fallait aller à un point A, un point B, ça c'était il y a à peu près 2-3 ans. Maintenant, c'est comment on va y arriver, la capacité à délivrer, en fait. Donc ça, on est beaucoup plus sur ces sujets-là, arrêtons de mettre des points, mais plutôt reprenons depuis le début, en fait, mesurons, et qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre raisonnablement pour qu'on réussisse la transition à la bonne vitesse. Pour réussir ensemble, avec les clients et les parties prenantes. Merci. Ma dernière question est pour... Bénédicte. Alors, au regard de votre expérience,
quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui souhaiterait se lancer pour la première fois dans l'émission d'obligations vertes ou dans la mise en place de Sustainability Linked Bonds? Et quels sont pour vous les avantages de ces différents instruments? Merci pour cette question. Alors, je vais parler d'un outil, je vais avoir d'autant pas de mérite que c'est pas moi qui l'ai mis en place chez SOR, mais dont je vois en fait toute la capacité finalement à entraîner toute l'entreprise. Déjà, si la personne hésitait, je lui dirais il faut absolument faire ça et que voilà, la direction RSE arrive à convaincre son top management qu'il faut absolument se lancer dans ces outils durables, que ce soit voilà, un green, un SLB, etc. Mais je voudrais vous parler du Sustainability Linked Bond de SOR qui a été lancé en 2021. Donc, en fait, un SLB, c'est quand même un peu différent qu'un green ou un blue bond, où pour le green et le blue, on identifie des dépenses spécifiques qui vont correspondre finalement à une catégorie d'investissement, typiquement eau pour le blue, préservation de la ressource. Le Sustainability Linked Bond, on vient définir des objectifs qu'on se donne. Et on travaille avec les banques pour définir qu'est-ce qui ferait le plus sens en lien avec la stratégie de l'entreprise. Nous, on a défini 3 indicateurs sur 3 thématiques. L'eau, évidemment, sur l'eau prélevée par abonné, ce qui est complètement contraire à notre business model. D'ailleurs, je rappelle juste que nous, finalement, le business model, c'est de vendre le plus de volume d'eau pour pouvoir s'assurer qu'il y a du chiffre d'affaires à la fin. Et en fait, on sait tous, aujourd'hui, les acteurs de l'eau, que de toute façon, en fait, il faut quand même la sobriété, la ressource, il faut la préserver. Donc, en fait, on s'est dit, pour transformer notre business model, il faut nous-mêmes, finalement, qu'on montre dans notre stratégie qu'on veut aller très, très loin sur ce sujet. Donc, en fait, c'est au cœur, là aussi, des réflexions. On n'a pas trouvé la solution pour arriver à totalement transformer le modèle, mais ça a vraiment engagé une vraie réflexion dans l'entreprise sur le sujet du carbone, parce que de toute façon, encore une fois, l'atténuation au changement climatique, les acteurs de l'eau sont quand même des contributeurs forts aux émissions de CO2, parce que pour produire de l'eau, on utilise des produits chimiques, etc. Donc on a beaucoup d'efforts à faire et on utilise beaucoup d'énergie. Donc il y a beaucoup d'actions à mener. Et puis la part de femmes dans les fonctions exécutives, une dimension sociale pour faire en sorte que il y ait plus de femmes au niveau management. Et ça, en fait, ça a permis de crédibiliser le discours, notamment du top management et en particulier du PDG qui a des mots forts sur la durabilité. Mais on sait tous, c'est comme dans la vie politique, entre les mots du gouvernement et ce qui se passe au niveau du citoyen, souvent il y a un immense décalage. Ah oui. Et là, en fait, on ressent il y a la même chose qui se passe dans l'entreprise. Les collaborateurs se disent, ok, il est bien gentil, il utilise des grands mots. Et en fait, nous, ça nous permet, et ça nous a permis, et encore aujourd'hui, la semaine dernière, je faisais un webinaire sur le sujet, je rappelais nos engagements, etc. Ça a permis d'entraîner toute l'entreprise et de faire connecter ces deux discours et de montrer qu'il y avait une vraie crédibilité en fait dans notre volonté et notre conviction qu'il faut aller toujours plus loin sur la protection de notre planète, parce qu'en fait, on s'est lié les mains financièrement. C'est-à-dire que si on n'atteint pas nos objectifs, on va payer plus d'intérêts. Après, ça dépend comment on le structure. Et potentiellement, ça peut avoir des conséquences financières assez importantes. Donc, en fait, tout le monde a intérêt à être engagé dans cette direction. Donc, vraiment, il faut y aller. Comme dit Laurie, c'est hyper important de connecter ça à la stratégie de l'entreprise parce que faut que ça fasse sens pour tout le monde. Mais vraiment, moi, j'aurais pas ça aujourd'hui. Je pense qu'on n'irait peut-être pas assez vite, assez loin. Donc, c'est vraiment des vrais outils transformants pour l'entreprise. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Michela, merci beaucoup. Le temps passe, on a déjà un petit peu dépassé l'heure. J'en profite parce qu'on a démarré en retard. Mais on passe maintenant aux questions du public et j'en prends juste 2-3. Peut-être la première pour vous, Cécile. Bien sûr, vous pouvez répondre ou compléter si vous voulez, mais un de nos auditeurs demande « Ne faut-il pas revoir la répartition de la valeur pour mieux conjuguer rentabilité à long terme et durabilité ?» Et je précise, parce que je pense que c'est un peu dans le même mouvement, la même question, pourquoi les entreprises financières ou autres ne généralisent-elles pas le dividende sociétal ? Le dividende sociétal, je rappelle, le principe, c'est ce qu'a fait le Crédit Mutuel, c'est de réserver une partie de son résultat, en l'occurrence c'était 15% à l'époque, si je me souviens bien, à la durabilité, notamment à la durabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être généralisé ?
Alors, il y a plusieurs strates à nouveau. Il y a la question effectivement des horizons temporels. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant à l'Institut de la finance durable, venant quand même une grosse partie de ma carrière dans le public, et puis même sur des sujets industriels comme la mobilité électrique notamment. C'est qu'en fait, la façon dont on envisage des choses en se disant « Ah bah tiens, tel truc, ça va être rentable à 12-15 ans, c'est bon », bah, en fait, pour le secteur financier, ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment des horizons temporels qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a une vraie question sur comment on les relie, comment on peut permettre aux acteurs financiers d'avoir une vision peut-être plus long terme et du coup d'avoir des niveaux de rentabilité qui sont attendus à des échéances plus lointaines que celles qu'on a à l'heure actuelle. Et ça, c'est tout un sujet de discussion et qui est assez porté par mon président aussi, Yves Perrier. Et puis, il y a effectivement cette question de partage de la valeur. Et là, ça rejoint aussi les sujets de transition juste, quelque part également. On voit quand même de plus en plus d'acteurs se positionner sur ces sujets-là, soit avec une redistribution de la valeur à leurs salariés, soit avec la volonté de garder une partie, de rediriger une partie des bénéfices vers des projets à impact, notamment, etc. Mais c'est quelque chose qui se développe. Ça, c'est un vrai sujet qui est pas nouveau, mais il y a de la littérature, mais on n'arrive pas à monétiser correctement, en fait. Dans les modèles de valo aujourd'hui, pas beaucoup de ESG dans tout ça. C'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, d'essayer d'intégrer cette dimension-là dans les modèles de valo, en fait, aujourd'hui sur des transactions, de se dire quelle est la valeur. Donc il existe déjà des approches, mais concrètement dans des méthodologies de valorisation des entreprises, comment on pourrait objectivement et de manière robuste intégrer beaucoup plus le facteur extra-financier. Et ça, c'est un des enjeux pour réussir à continuer l'accélération de nos sujets, effectivement. Ouais. Je reviendrai juste sur la notion de coût évité, parce que c'est une notion qu'on aime bien. On se dit, dans 10 ans, si on fait ça aujourd'hui, voilà, on aura X euros de coût évité. Ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, à l'échelle de nos entreprises et puis du monde dans lequel on évolue, c'est très frustrant, mais ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai arrêté d'utiliser cet argument pour en trouver d'autres, parce qu'en fait, je vois bien que c'est pas l'horizon de temps dans lequel on réfléchit. Donc, il faut arriver à trouver d'autres façons d'argumenter. Et le jour où le monde, en fait, collectivement, on sera prêt, il faudra remettre cette notion sur la table. Mais c'est pas utile aujourd'hui. Peut-être Cécile encore, quelqu'un demande, vous avez publié en novembre 2024 un guide d'analyse, on parle de l'IFD, un guide d'analyse pour pousser à des référentiels communs d'analyse intégrant directement la décarbonation dans les indicateurs financiers. Vous avez mentionné notamment à l'époque, je pense, le score carbone dans ce guide. Comment comptez-vous développer ces indicateurs-là ? Alors, ça va... Alors, déjà, c'est un travail collectif avec l'ensemble de la place et c'est notamment un travail qui a été coporté avec l'AFG, avec son président Philippe Sedbon, qui est aussi chez Natixis. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette optique d'outils de place. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de le déployer. Donc, on le présente chez beaucoup de nos membres. On l'a présenté aussi au niveau européen. Ça nous sert également dans le cadre des négociations sur la CSRD, parce que pour pouvoir dérouler ce plan d'analyse, en fait, il faut qu'on ait un minimum de data pour pouvoir évaluer les plans de transition. Et du coup, ça nous permet aussi d'identifier quels sont les indicateurs clés et quels sont les data points des ESRS dont on a absolument besoin pour le faire. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Et l'idée, c'est effectivement de le déployer et de le présenter notamment à nos partenaires européens, internationaux avec qui on travaille, notamment Financial Center for Sustainability, ou NEPFI, pour que les outils qu'on développe au niveau de la place de Paris puissent aussi permettre aux autres d'aller plus vite. Et puis, s'ils peuvent se saisir de nos outils, tant mieux, quoi. Très bien. Il est 19h12, c'est maintenant la fin de ce club. Il me reste à vous remercier, à vous, intervenants, d'avoir été là, bien sûr, et puis aussi à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que le club vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'il est disponible en replay si vous voulez le revisionner sur le site du club et sur celui des Échos.
Voilà, je vous donne rendez-vous pour notre prochain live. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le 9 octobre. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.